Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 13 décembre et Somnifère vous raconte ce soir à l'occasion du bicentenaire de sa naissance l'histoire de Rosa Bonheur, une femme libre et audacieuse née à Bordeaux dans un milieu très pauvre et qui deviendra malgré les difficultés l'une des plus grandes artistes de son époque. C'est un récit de Frédéric Lepelle de Boisgalet intitulé Mademoiselle Rosa Bonheur. Je vous souhaite une excellente nuit, je vous remercie de votre patience pendant cette interruption de diffusion et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. On va prendre le temps de se mettre à l'aise, de choisir une position qui nous convient et de refermer la page de ce mardi. On s'autorise à mettre tout le quotidien et tout ce qui nous préoccupe de côté. On se blottit sous la couette alors que les températures hivernales pointent le bout de leur nez. Et pendant la prochaine minute, on ne va rien faire d'autre que de laisser notre respiration se calmer, d'en suivre les mouvements et d'apprécier le fait d'être installé confortablement au chaud. Alors qu'il n'y a plus rien à faire et plus rien à penser. On reste attentif à son corps, à ses mouvements. Et s'il reste des tensions ici et là, on fait en sorte de les relâcher complètement et de laisser notre corps s'abandonner sur le matelas. Je vais vous demander à présent de projeter votre attention sur vos deux pieds, tout en continuant d'être attentif à votre respiration et de vous laisser bercer par ces mouvements. Sans attente particulière, comme avec curiosité. Et en laissant le calme s'installer progressivement. À chaque inspire et à chaque expire. Projetez à présent votre attention sur la plante de vos pieds. De la même manière, sans attente particulière. En restant attentif à votre respiration et en laissant la détente progressivement s'installer davantage. À chaque inspire et à chaque expire.
Projetez à présent votre attention sur le point qui se situe au milieu de votre plante des pieds. Alors qu'à chaque inspiration, la détente continue de s'installer un peu davantage. Et qu'à chaque expiration, votre corps semble s'enfoncer un peu plus dans le matelas. Assurez-vous, comme d'habitude, que les petits muscles de votre visage sont bien détendus. La mâchoire, la langue, le point entre les deux sourcils. Et vous pouvez enfin, si vous le souhaitez, poser une intention pour la journée de demain. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. En 1820, un jeune peintre d'un mérite remarquable nommé Raymond Bonheur vivait à Bordeaux où il avait déjà remporté plusieurs prix de dessin. Il était le soutien de ses vieux parents et donnait des leçons pour apporter l'aisance dans la maison. C'est ainsi qu'il devint le professeur d'une jeune fille. L'artiste avait l'âme ardente et belle, le regard limpide, rayonnant de cette beauté que donnent la jeunesse et le talent. Il aima son élève, il en fut aimé. Le mariage se fit, mais le père de la jeune femme abandonna le nouveau ménage à ses propres ressources et à son seul courage. C'est de cette union si suave, où les jeunes époux semblaient avoir pris pour devise affection et dévouement, que naquit mademoiselle Rosa Bonheur. Elle vint au monde à Bordeaux le 25 mars 1822. Elle y fut élevée jusqu'à l'âge de 4 ans. Ce n'était pas le courage qui manquait à Raymond Bonheur, mais la famille s'était accrue et la dépense de la maison s'était augmentée en proportion. Il pensa donc sérieusement à venir à Paris. Là était le sanctuaire des arts, la ville aux 1000 ressources, le paradis de toutes les jeunes ambitions. Raymond Bonheur était né artiste, et il avait bien le droit de rêver gloire et fortune. Les œuvres malheureusement trop rares que sa courte carrière nous a laissées nous disent assez qu'il aurait pu prendre place parmi nos talents les plus distingués. Mais il fut entravé trop jeune dans ses études par les exigences impérieuses de sa position. Béranger nous dit quelque part que le besoin est l'écueil du génie. Et puis, il faut bien le dire, il vivait à une époque où le souffle du progrès envahissait toutes les têtes. Les grandes intelligences étaient tourmentées de la fièvre de l'avenir. Les cœurs généreux cherchaient le nouveau, l'inconnu, dans un intérêt social. L'humanité, a dit un homme célèbre, était sourdement travaillée dans ses entrailles, comme si elle allait enfanter un dieu. Raymond Bonheur, nature ardente, âme d'élite, s'associa à toutes les idées nouvelles. Mais le travail manquait à l'atelier, car les arts à cette époque d'effervescence
était tombé dans un état de déchéance pénible. Le goût du public à cet égard était frappé de marasme. Il était alors préférable pour chaque homme voulant vivre de sa profession d'être un simple ouvrier que de couvrir d'étoiles, quelque talent qu'on y mit. Cependant, chaque jour apportait d'impérieuses nécessités contre lesquelles la lutte n'avait pas toujours l'avantage. La gêne était venue s'asseoir au foyer de l'artiste. C'est alors que se révéla dans toute sa beauté le caractère de la jeune femme. Elle voulut venir en aide à son mari, et elle puisa dans son amour, dans son affection maternelle, un courage vraiment admirable. Elle travailla pour chasser la misère du berceau de ses enfants. Bonne musicienne, elle donna des leçons de piano. Grâce à cette énergie, la famille put respirer un moment. Mais nous touchions aux années 1829 et 1830. C'était là un temps difficile. Les tableaux ne se vendaient pas, les portraits étaient rares, les leçons manquèrent. Ce qu'il fallut d'ingénieuse tendresse à la pauvre mère pour essayer de conjurer ce nouvel orage, nul ne le sait. Sa courageuse sollicitude lui fit entreprendre des travaux la nuit. Alors que ses enfants dormaient, elle veillait. La jeune Rosa Bonheur touchait à sa 10e année. Je pourrais dire que tout enfant, elle avait donné en maintes circonstances la mesure de ce qu'elle serait un jour, que ses dispositions pour le dessin étaient merveilleuses, qu'elle était un petit prodige enfin. Lorsqu'un grand talent s'est développé, qu'il est arrivé à son apogée, qu'il brille de tout son éclat, on ne manque jamais de gens qui ont deviné, dans le bégaiement de l'enfance, tout l'avenir du géant. Mais comme mon rôle de biographe m'interdit tout écart d'imagination, je me renfermerai rigoureusement dans l'exacte vérité. Mademoiselle Bonheur était tout simplement une bonne petite fille, pleine de cœur, assez vive, assez turbulente, aimant mieux patauger avec ses petites mains grasses dans la glaise de l'atelier pour en faire des figurines, couvrir la grammaire et apprendre ses leçons. Mais ce qu'on peut dire de remarquable de cette enfant, d'ailleurs volontaire et surtout très indépendante, c'est qu'elle avait une âme généreuse. Le malheur est un hôte qu'il est bien difficile de chasser quand il est entré sous un toit. Il s'assied à la table, au foyer, et ne s'en va que lorsqu'il a semé le deuil autour de lui. Ce n'était pas assez de la détresse qui pesait sur cette maison. Raymond Bonheur perdit sa compagne. La mort vint avant l'heure frapper la noble femme qui soutenait son courage dans les mauvais jours. Elle mourut au mois d'août 1833. Jamais femme et mère ne fut tant regrettée et tant pleurée. Raymond Bonheur restait seul avec 4 enfants. Il dut puiser dans sa douleur l'énergie qu'exigeait sa position. Le devoir et l'affection lui firent surmonter toutes les difficultés. Il mit d'abord ses enfants chez une femme aux Champs-Élysées pour qu'elle en prît soin, et ensuite il chercha des travaux. La mère Catherine envoyait tout ce petit monde à l'école mutuelle. Elle n'entendait pas raillerie la bonne femme et se montrait assez sévère à l'endroit des leçons. Rosa Bonheur était la moins disciplinée. Les livres, à cette époque de sa vie, la touchaient peu. Il lui fallait de l'air, du soleil. Sa joie la plus grande était de flâner tout un jour sous les vertes allées du bois de Boulogne, regardant piaffer et courir les chevaux. 2 années se passèrent ainsi, années heureuses, tant d'insouciance, vie d'enfant bercée d'indépendance à laquelle il fallut dire adieu. Raymond Bonheur, qui n'avait en vue que le bien-être de ses enfants et qui s'imposait pour eux les plus grands sacrifices, venait de faire entrer ses garçons dans un grand pensionnat en échange des leçons de dessin qu'il y donnait. Il fallait aussi songer à l'avenir de la jeune Rosa. La chose était plus difficile. En attendant, on l'a mis chez une couturière pour apprendre à coudre.
De tous les métiers du monde, celui-là était bien le moins apte à captiver son attention. Aussi avait-elle une répugnance invincible pour cette besogne. Elle s'y montrait d'une maladresse à désespérer la patience la plus robuste. Il n'en était pas ainsi quand elle pouvait s'échapper de la pièce où l'on travaillait et se glisser furtivement dans la chambre où le mari de la couturière avait un tour. Si le tourneur était à son travail, elle le suppliait de lui laisser tourner la roue. S'il était absent, il fallait la voir s'ingénier sur l'instrument pour le faire mouvoir, ébréchant parfois les outils, mais heureuse de s'occuper selon ses instincts. Mais ces petites distractions étaient beaucoup trop rares pour compenser l'ennui de la couture. Et lorsque le bon artiste venait voir sa fille, lui apportant des friandises avec lesquelles il trouvait toujours moyen d'emplir ses poches, il avait à résister chaque fois à un chagrin poignant que traduisaient des larmes bien suppliantes. Une pareille position ne pouvait durer. La jeune fille grandissait et rien ne se dessinait pour son avenir. Enfin, le père obtint pour elle, dans une pension de demoiselles où il était professeur, le même avantage que pour ses 2 autres enfants. La voilà donc, après avoir été bien sermonnée, bien catéchisée, faisant son entrée dans une maison où la majeure partie des pensionnaires appartenaient à de riches familles. Elle y fut bientôt à l'aise et devint la boute-en-train de tous les jeux, de toutes les espiègleries. Les professeurs avaient fort à faire et n'étaient pas toujours satisfaits des mauvais tours qu'elle leur faisait subir. En revanche, les études n'avaient pas tout à fait le même succès. Son caractère turbulent, un peu sauvage même, se pliait difficilement à la méthode compassée de l'enseignement de la classe. Elle avait assez d'intelligence pour apprendre vite et bien, elle l'a prouvé depuis, mais sans doute par d'autres moyens. Tout n'était pas joie pour elle dans la fréquentation de ses jeunes compagnes. Elle eut à supporter de fréquentes humiliations, son amour-propre fut souvent froissé, meurtri par les inégalités de sa position de fortune. Ainsi, chaque élève avait à table son couvert et sa timbale d'argent. Seule la pauvre enfant avait ses ustensiles en fer. Elle n'avait à opposer aux parures des autres qu'une petite robe d'indienne plus que modeste. La jeunesse est impitoyable, on le lui faisait bien sentir. C'est au milieu de ces petites mortifications où son orgueil blessé la faisait se réfugier en elle que la pensée d'être quelque chose la prit au cœur. Mais comment faire? Elle chercha vainement, tourmentée à son insu de ce désir fiévreux de parvenir. Mal étrange où l'âme, sans se douter de la lutte, mesure de toutes ses forces. Son caractère devint difficile. Elle fit si bien enrager ses maîtres que son père fut obligé de la retirer. Que faire cependant? Il aimait tant sa fille qu'il eût voulu, au prix de tous les sacrifices, lui créer un avenir solide. Pour elle, rentrée à la maison, ses idées grandirent dans le silence de l'atelier. Elle se devina, pour ainsi dire, et se transforma. Elle dessinait et modelait avec un enthousiasme presque fébrile. La lumière s'était faite enfin. Le génie, a dit un écrivain célèbre, est comme un torrent fougueux. Rien ne peut en arrêter le cours. Ce que Dieu a marqué au front du sceau de sa puissance marche sans s'arrêter vers le but qu'il leur a tracé. Toute entrave est un aiguillon qui les excite et les pousse en avant. Raymond Bonheur, cet homme vraiment grand par la pensée, avait compris sa fille. Il s'en occupa donc avec soin et lui fit faire des études sérieuses. Il l'envoya au Louvre former son goût sur les antiques et dessiner d'après les maîtres. Soutenue par cette volonté énergique, elle ne faiblit pas un seul instant. Son travail fut à la hauteur de cette soif d'apprendre.
Elle fit plusieurs copies assez importantes. Un jour, elle venait de terminer Les Bergers d'Arcadie. La toile était encore sur le chevalet lorsqu'un vieillard s'approcha d'elle. Il l'examina longtemps, puis lui dit « Savez-vous, mon enfant, que cette copie est superbe, irréprochable. Continuez ainsi vos études, et je vous prédis qu'il y a en vous l'avenir d'un grand artiste. » Ce soir-là, quand les portes du musée fermèrent, la pauvre jeune fille s'en alla bien joyeuse. Ce qu'elle voulait alors, c'était de venir en aide à son père. Elle l'aimait ardemment. Elle travaillait sans relâche, et quand elle avait terminé 1 ou 2 copies, on les vendait tant bien que mal. Recevant peu, il lui fallait produire davantage pour que la recette pesât de quelques poids dans le budget du mois. Mademoiselle Rosa Bonheur avait atteint sa 17e année. C'est alors qu'elle commença à étudier les animaux. Sa première étude en ce genre fut une chèvre. Elle se passionna vite pour cette nouvelle route ouverte à son intelligence. Elle chercha des sujets de tous côtés et souvent elle allait peindre et modeler à la campagne. Elle lutta avec une énergie surhumaine pour vaincre tous les obstacles matériels entassés sur son chemin. Elle lutta pour essayer de déchiffrer le grand mystère de l'art et lui surprendre ses secrets. C'est à tort que dans les notices qui ont été publiées jusqu'à ce jour sur Mademoiselle Rosa Bonheur, on a eu l'idée de la faire élève de Monsieur Léon Coignet. Je dois dire ici que Mademoiselle Bonheur n'a jamais eu d'autre maître que son père et la nature. Bonne nuit. Bonne nuit.